En tout cas, on est très heureuse d'être présente parmi vous, donc à Marseille, sous le soleil marseillais, et on souhaitait vraiment remercier chaleureusement les organisateurs en particulier, donc Samuel Volodnine et toutes les organisatrices accompagnatrices de Samuel également, et de nous avoir invités donc à participer à ce colloque. Donc on va vous parler des apports de la recherche avec l'équipe mobile pour enfants et adolescents, l'EMEA, en sachant que c'est une équipe qui en effet s'appelle l'équipe mobile pour enfants et adolescents, mais en fait avec l'expérience, avec le temps, la population concernée est une population qui est âgée de 10 à 15 ans, avec un pic pour les garçons de 12 ans. Donc c'est une équipe qui a été créée, une équipe mobile qui a été créée en 2005, donc ça fait plus de 13 ans de fonctionnement. C'est une équipe qui est pluriprofessionnelle avec pédopsychiatre, psychologue, infirmier, éducatrice, assistante sociale. Et comme toutes les équipes mobiles, on se déplace à la rencontre du jeune et de sa famille, alors avec certaines spécificités comme on se déplace en moins de 48 heures si nécessaire, en binôme de professionnels, là aussi c'est comme la plupart des équipes mobiles, et avec un camping-car qui est aménagé en bureau mobile de façon à donner le choix à la famille de nous accueillir ou non chez elle. Et en effet, ça c'est un point qui est essentiel, qui sera repris après. C'est la famille et le jeune qui vont choisir donc, les lieux d'intervention, qui peuvent être donc du coup le domicile, le bureau mobile ou le CMP ou éventuellement d'autres lieux. Concernant le réseau de professionnels avec lesquels on travaille, donc il s'agit de professionnels de première ligne qui vont, eux, repérer donc, les jeunes qui sont en difficulté. Et concernant cette équipe mobile, l'EMEA, ce réseau de professionnels est essentiellement constitué de professionnels de l'éducation nationale, donc des établissements scolaires, que ce soit collège, lycée, public ou privé. Et ces médiateurs, ce qu'on appelle les médiateurs, vont jouer un rôle essentiel puisque c'est eux qui vont solliciter, mobiliser la famille de telle façon que la famille puisse passer au moins un coup de téléphone qui nous arrive directement à nous en tant qu'équipe clinique et pas sur la secrétaire. Et on pourrait se dire que ce coup de téléphone est un petit peu contraint, mais les chiffres sont assez surprenants puisque sur les 500 premières situations, on avait fait des analyses descriptives et 98,3% de ces coups de téléphone, de ces appels téléphoniques vont avoir une suite. Donc il n'y a que 1,3% de non-suite par rapport à ces appels téléphoniques, comme quoi l'entretien clinique par téléphone va jouer un rôle essentiel. Concernant les jeunes qu'on est amené à suivre, il s'agit de jeunes qui sont dans une non-demande, c'est-à-dire une absence de demande explicite, soit parce qu'ils sont en trop grande difficulté pour élaborer une demande, soit parce qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer ou ils ne savent pas encore où la déposer, soit encore parce qu'ils ont une difficulté à s'inscrire dans une continuité du soin. Et ça concerne beaucoup de préadolescents et adolescents, c'est une des problématiques qui fait partie des problématiques de l'adolescence. Concernant donc les indications, donc on a des indications essentiellement de dépression, dépressivité, et également de conduite d'agression, qu'elle soit physique ou verbale. Et c'est vrai qu'on comprend mieux que ces jeunes puissent être en difficulté pour se rendre sur des CMP. Et c'est là que les équipes mobiles ont toute leur place pour venir compléter des dispositifs de soins qui sont existants, dont on a besoin d'ailleurs pour s'adosser à eux au niveau du secteur pour passer les relais. Et on vient compléter ces dispositifs de soins qui ne peuvent pas toujours répondre du coup à ce type de besoins et à ces difficultés. Concernant les missions qu'on essaie d'assurer, donc on a des missions d'évaluation et d'accès aux soins. Avec un nombre de 10 rendez-vous pour pouvoir assurer donc, ces missions. Alors 10 rendez-vous parce que ça nous permet de pouvoir continuer à être dans une réactivité rapide, à pouvoir réagir si nécessaire en moins de 48 heures, sinon on passerait notre temps à être dans des psychothérapies longues. Et si on a sur une analyse descriptive, là encore sur les 500 premières situations, on avait en termes de nombre de rendez-vous une moyenne à peu près de 5,9 rendez-vous, c'est-à-dire qu'on n'allait pas forcément systématiquement jusqu'au bout des 10 rendez-vous. Concernant maintenant donc justement cette mission d'accès aux soins, là aussi il y a des résultats qui sont un peu surprenants, mais qui seront détaillés après, qui concernent le fait que les relais ne se mettent pas en place dans plus de 50% des cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de mettre en place un relais thérapeutique, que ce soit parce que la famille et le jeune se sont suffisamment mobilisés durant la prise en charge de l'équipe mobile, que ce soit parce que ça ne relève pas forcément de la pédopsychiatrie. Donc on va rentrer maintenant plus dans les détails avec donc, certaines spécificités de notre équipe et les résultats concernant plus précisément l'apport de la recherche. Alors les spécificités, donc dans un premier temps, concernant ma partie, je vais vous parler en effet de certaines spécificités qui reposent sur des analyses statistiques et des analyses descriptives qui ont porté sur 403 jeunes, sachant qu'après, Gaëlle parlera des analyses complémentaires qu'on a réalisées au niveau de la recherche et qui portent sur 586 jeunes. Et ces premières analyses ont mis en évidence tout l'intérêt, l'importance du changement de lieu, deuxièmement du changement de binôme, et troisièmement du changement de configuration familiale, que ça soit
le type de configuration familiale qui permet d'assurer un début de prise en charge qui va se dérouler dans des bonnes conditions sans rupture thérapeutique, ou que ce soit pour les fins de prise en charge. Donc, concernant le premier point qui est le changement de lieu, donc là il s'agit d'analyses descriptives qui ont porté sur 403 jeunes, et cette analyse descriptive montre que dans plus de 95% des cas, la première partie de la prise en charge, qui va être spontanément choisie par les familles, puisque je rappelle que ce sont les familles et le jeune qui choisissent le lieu du rendez-vous, la première partie donc, de la prise en charge va se dérouler donc, au domicile, qui est le lieu de vie. Ensuite, la deuxième partie de la prise en charge se déroule donc, dans le bureau mobile. Et la dernière partie de la prise en charge, donc en termes de trajectoire pour une même situation, se déroule donc au niveau du CMP. Et on voit qu'on passe là du domicile qui représente le lieu de vie et le temps on va dire, ça représente l'ici et maintenant, avec des familles qui sont dans une certaine immédiateté, au CMP, on passe donc du lieu de vie au CMP, qui lui représente le lieu de soins et le temps d'élaboration psychique, en transitant par le bureau mobile qui représente un lieu transitionnel qui va symboliser le mouvement à partir d'un mouvement physique, puisqu'on y a réellement un déplacement, que ce soit donc du coup de la part de ces familles, puisqu'elles sortent de chez elles, ou que ce soit de notre propre équipe mobile. Deuxième diapositive concernant le changement de lieu. Donc là, ce sont les résultats statistiques qui mettent en évidence que le changement de lieu, et ça ne concerne pas ce résultat n'est pas plus, on va dire, valide parce qu'on ajouterait 36 lieux, ça fonctionne à partir d'au moins 2 lieux différents. Donc le changement de lieu, donc au moins 2 lieux, est significativement associé à l'engagement dans la prise en charge de l'équipe mobile, que ce soit par rapport à la suite avec des relais ou une mise à disposition, que ce soit notre propre suivi au sein de l'équipe mobile. Si je le dis autrement, parce que c'est un résultat qui est peut-être plus facilement entendable si je le transforme un peu autrement, c'est que si tout se passe dans un même lieu, c'est-à-dire uniquement au domicile, ou uniquement dans le bureau mobile, ou uniquement dans le CMP, c'est-à-dire si tous les rendez-vous sont sur le même lieu, c'est significativement associé à une rupture de la prise en charge de l'équipe mobile. Donc ça, c'est un résultat qui est important, qui porte sur 403 jeunes, et on peut s'interroger sur les raisons quelles sont les hypothèses d'interprétation par rapport à de tels résultats. La première qu'on a évoquée, c'est un peu en rapport avec ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que quand on sait que la prise en charge démarre au domicile, que spontanément plus de 95% des familles vont choisir comme premier lieu, comme première rencontre, donc le domicile, on se dit que s'il y a 2 lieux, ça veut dire qu'ils sont sortis du domicile. Et s'il y a une sortie du domicile, ça concerne aussi toutes ces familles qui sont dans des situations d'isolement, pour certaines fois des jeunes dans des situations de claustration, et du coup la sortie va représenter aussi une ouverture sur l'extérieur et un mouvement de socialisation. La deuxième hypothèse, c'est que s'il y a une sortie du domicile et s'il y a 2 lieux, ça veut dire qu'il y a eu un mouvement physique. Et là, je ne vais pas détailler, mais ça rejoint certaines hypothèses qu'on a essayé de développer sur l'importance d'un mouvement physique pour pouvoir faciliter la mobilisation psychique avec des aspects très physiologiques, comme quoi le mouvement physique, que ce soit de l'équipe mobile, que ce soit de la famille, là c'est la famille qui sort, mais que ce soit même le fait que la famille va nous voir, nous en mobilité, ça vient accompagner une mobilisation psychique. Troisième et dernière hypothèse, qui est peut-être une des plus importantes, c'est le fait qu'à chaque lieu qui diffère, en fonction de la diversité des lieux, la famille ne va pas nous raconter, la famille et le jeune ne nous racontent pas la même histoire. Et ça veut dire que la diversité de lieux va permettre qu'il y ait une pluralité des représentations. Et grâce à cette pluralité de représentations, c'est-à-dire que le jeune n'est pas uniquement un jeune qui est déprimé ou pas uniquement un jeune qui est agressif, il n'y a pas une mono-représentation qui serait partagée par l'équipe, par le jeune lui-même ou par sa famille. Grâce à cette pluralité des représentations, ça va permettre que de nouvelles représentations puissent émerger et que le jeune puisse s'approprier un nouvel advenir. Et ça, c'est probablement un point qui est très important. Et cette diversité de lieux vient faciliter l'émergence de cette pluralité de représentations. Diapositive suivante. Donc on passe au changement de binôme. Donc là, je vais vous dire un petit mot sur le fonctionnement de l'équipe, qui est un petit peu particulier, à savoir qu'on part avec un premier binôme, et puis à la fois d'après, donc il y a un professionnel du binôme précédent qui reste, mais il y a un professionnel qui sort, et donc il y a une nouvelle personne qui rentre dans le binôme, et ainsi de suite, ce qui fait qu'il y a toujours un professionnel qui est présent du binôme précédent, de façon à ce que la famille ne raconte pas, ne se sent pas obligée de re-raconter en permanence la même chose, mais il y a quand même un nouveau professionnel qui rentre, qui va apporter un effet de surprise, qui va apporter son regard qui va être différent du fait de sa formation, puisque vous avez vu qu'il y a une pluridisciplinarité, mais également, bien sûr, de sa personnalité. On peut avoir la même formation, mais ne pas percevoir ou se représenter les choses de la même façon. Et donc là, ce changement de binôme va pouvoir permettre qu'il y ait toujours la même idée sur ce que j'ai énoncé précédemment, c'est-à-dire une mobilisation des représentations. La deuxième idée, c'est qu'il ne va pas y avoir un référent, une personne ou un binôme qui se représenterait toute l'histoire de la famille. C'est la famille qui est la seule détentrice
de son histoire qui est présente du début à la fin. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que généralement au dernier binôme, on essaie d'avoir dans le binôme un professionnel du tout premier binôme, de façon à ce qu'il puisse y avoir aussi un témoin de toute l'évolution et qu'on puisse discuter de ça avec la famille. Mais en tout cas, c'est la famille qui est la seule détentrice de son histoire. Le troisième point, c'est que s'il y a des changements de binôme, ça évite la fixation sur un seul thérapeute, c'est-à-dire le transfert sur un seul thérapeute. Il y a un transfert, mais c'est sur l'ensemble de l'équipe, puisque l'équipe change, mais ce n'est pas sur un médecin référent ou un psychologue ou un binôme référent. Autre point, donc ce changement de binôme facilite justement du fait qu'il n'y a pas un transfert sur une personne ou un binôme référent ou un médecin, ça facilite l'investissement des relais. Quand on doit passer les relais, on est moins en difficulté. Et enfin, dernier point, c'est que cette notion de référence, elle existe, mais elle est portée par l'ensemble de l'équipe. Il n'y a pas un binôme, un médecin ou un professionnel de référence. Je vais juste finir, parce que je passe après la parole, il y aura des choses qui vont s'éclairer après. Diapositive suivante. Concernant le changement de configuration familiale, donc là, je répète que ma partie, c'est sur 403 dans les entretiens. On s'est appuyé, c'est de la recherche appliquée, c'est-à-dire qu'on s'appuie de nos résultats de recherche, y compris d'analyse statistique, pour pouvoir ajuster notre façon de fonctionner. À savoir, vous voyez en deuxième ligne, qu'on s'est aperçu que quand le jeune il vient avec ses deux parents, eh bien, c'est significativement associé à une non-rupture de la prise en charge. C'est-à-dire que quand le début se déroule avec les deux parents, que ce soit un seul entretien ou deux entretiens, il y a significativement un meilleur engagement dans la prise en charge de l'équipe mobile. Et du coup, ça fait partie des choses qu'on demande dans notre cadre, à savoir qu'à chaque fois que c'est possible, bien sûr quand les parents sont à des milliers de kilomètres, c'est plus compliqué, mais qu'il y ait un premier rendez-vous en présence des deux parents, de telle façon qu'on puisse assurer un engagement dans cette prise en charge de l'équipe mobile. Un deuxième point intéressant au niveau aussi statistique, c'est la configuration familiale, la relation entre configuration familiale et fin de prise en charge. On s'est aperçu en effet que si, quand on passe des relais, le relais est significativement plus effectif, c'est-à-dire qu'il dure plus dans le temps, et ça on en a un retour parce qu'après Gaëlle va vous parler du suivi par téléphone, c'est-à-dire qu'une fois qu'on finit, il y a un dispositif de suivi qui va continuer à passer des coups de téléphone à intervalles dont va vous parler réguliers, dont va vous parler Gaëlle. Et on s'aperçoit que grâce à ce suivi par téléphone, le relais est effectif si les derniers rendez-vous se sont déroulés avec le jeune et un parent. Ça ne marche pas s'il y a le jeune et les deux parents, et ça ne marche pas, contrairement à ce qu'on pensait, si le jeune est tout seul. Alors qu'initialement, on se dit, on fait une psychothérapie, si le jeune est seul, on symbolise le fait qu'il est autonome. En réalité, ce qui marche le mieux si on veut passer un relais, c'est s'il y a un jeune avec un parent, et là on s'est dit que c'était peut-être parce qu'il est nécessaire que le parent vienne valider, vienne finalement en quelque sorte autoriser que le jeune puisse finalement s'engager dans un suivi seul. Et c'est important que ce ne soit pas avec les deux parents, de façon à ce qu'il y ait quand même quelque chose de l'ordre d'une autonomie, mais avec un accord qui passe quand même par l'accord des parents. On a déjà vu des fois des jeunes qui avaient beaucoup bougé, qui étaient prêts à investir des psychothérapies en individuel, mais la famille n'était pas d'accord, et la résistance était telle que par conflit de loyauté, le jeune ne pouvait pas du coup s'investir et s'approprier cette prise en charge, et ça n'a pas pu se mettre en place. Deuxième point, quand on a par contre plutôt des mises à disposition, à savoir qu'on ne met pas en place de relais, ce qui est le plus effectif pour que la mise à disposition soit efficace de façon pérenne, c'est que les derniers rendez-vous se déroulent avec le jeune, avec les deux parents, un peu comme si on passait là le relais de la suite aux parents, et le fait qu'ils soient deux, c'est un peu comme si on symbolisait que cet enfant ce jeune est bien l'enfant de ses deux parents et que la suite leur appartient à eux en tant que famille. Dernier point, si le jeune est seul, il n'y a pas de relation significative. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que si le jeune il est seul et qu'on veut passer le relais, c'est moins efficace, donc c'est important, mais c'est pas significatif. Mais c'est quand même, on a des résultats qui sont moins bons. Et je crois que j'ai fini pour ma partie. J'ai fait le TGV. Je reviens à la fin. Et je passe la parole à Gaëlle donc pour la partie concernant donc, une cohorte qui est plus conséquente et on répondra à vos questions. Hein. C'est pas, j'ai bien vu le doigt qui se levait, on répondra. C'est juste que des fois il y a des questions qui sont posées et en définitive on peut y répondre par la suite. Donc on répondra si jamais en effet vos attentes sont déçues parce qu'on n'aura pas répondu avec le diaporama à votre question. Je passe la parole à Gaëlle. Bonjour. Du coup, moi, je suis le docteur Kéromnes, je suis médecin responsable de l'équipe mobile EMEA depuis 3 ans maintenant. Donc, je vais vous présenter une autre spécificité de notre équipe, qui est le dispositif de suivi par téléphone. Donc, qui nous a permis effectivement de recueillir des données et donc de poursuivre des analyses statistiques pour venir voir un peu comment tout ça fonctionne. Donc le dispositif de suivi par téléphone, c'est à la base un outil de recherche qui avait pour vocation un recueil de données auprès de différentes sources d'observation qu'on va détailler et aussi de permettre un feedback sur le travail de l'équipe
Donc voilà, en posant aussi aux jeunes, à leurs parents, des questions sur leurs impressions, le fonctionnement, qu'est-ce qu'ils pensent de ce dispositif qui est un petit peu atypique. Donc comme le nom l'indique, c'est un suivi qui se fait par téléphone. Donc ce suivi, il est mené par une psychologue clinicienne qui est intégrée à notre équipe. Et donc il va se dérouler en parallèle de l'intervention clinique, donc en parallèle des rendez-vous de l'équipe mobile. Donc il va reposer sur des entretiens semi-structurés menés uniquement par téléphone, pour lesquels vont être présentés différents questionnaires, donc le questionnaire d'ICG, donc l'indice clinique global, un questionnaire d'alliance thérapeutique et un questionnaire plus général pour venir recueillir les impressions de la famille et du jeune et des médiateurs. Donc effectivement, ce qui est intéressant dans ce dispositif de suivi, c'est qu'il n'a pas une source d'observation unique qui est la nôtre finalement. Il va être adressé de manière indépendante à la fois aux jeunes qu'on rencontre, mais aussi à ses parents, donc mère et père quand c'est possible, aux médiateurs, donc aux partenaires qui nous adressent les situations, et puis aux professionnels de l'équipe mobile. Donc il a un déroulé qui est assez spécifique, c'est un petit peu barbare, mais grosso modo, le dispositif de suivi par téléphone, il va commencer au moment où la prise en charge débute, donc à savoir après le premier rendez-vous. Il va se poursuivre pendant la prise en charge avec un nouvel appel après le troisième rendez-vous, à la fin de la prise en charge, donc après le dernier, et après il va se poursuivre pendant plusieurs mois à la fin de la prise en charge, donc à 1 mois, 4 mois et 10 mois. Donc c'est pas toujours facile de joindre toutes les familles, mais il y en a quand même pas mal qui se prêtent au jeu. Et en ce sens-là, le dispositif il est intéressant parce qu'il va permettre de garder contact finalement avec des familles et de prendre un peu des nouvelles une fois que nous on s'est arrêtés, de prendre aussi des nouvelles auprès des médiateurs, voir un petit peu est-ce qu'ils ont toujours des inquiétudes, des choses comme ça. Ça va venir nous permettre aussi d'évaluer un petit peu comment ont tenu les choses qu'on a proposées en fin de prise en charge, parce qu'on va présenter sur la diapositive suivante, mais comme disait Madame Torjman, il y a différents modes de fin de prise en charge, et dans le dispositif de suivi, dans ces appels, on va pouvoir venir questionner comment les choses elles se poursuivent une fois qu'on est parti. Donc sur les fins de prise en charge après l'équipe mobile, donc dans plus de la moitié des cas, c'est ce qu'on vous disait, il y a eu une mise à disposition, soit parce que ça va mieux, soit parce qu'on est arrivé un peu au maximum de ce qu'on pouvait faire et qu'il y a encore un petit peu trop de résistance, ou en tout cas la famille n'est pas prête à aller plus loin. Mais en tout cas, c'est une prise en charge qui s'arrête d'un commun accord, on s'est dit au revoir et on se met à disposition en disant que c'est possible de nous rappeler s'il y a un souci. Dans à peu près un tiers des cas, on va proposer un relais. Alors, les relais sont détaillés sur le côté, mais ça peut être majoritairement de la thérapie individuelle, ça peut être des prises en charge familiales, des prises en charge vers le service socio-éducatif, du groupe, enfin voilà, c'est assez diversifié. Et puis dans 7% des cas, malheureusement, on a des prises en charge qui vont rester sans suite avec des gens qu'on va perdre de vue. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que donc le dispositif de suivi par téléphone, il va nous permettre de prendre des nouvelles, donc des relais, de savoir est-ce que les relais, ils ont bien tenu. On a retrouvé comme chiffre qu'il y a à peu près 81% des relais qui se sont bien mis en place une fois que l'équipe mobile s'est arrêtée. Ça va permettre aussi de prendre des nouvelles dans les situations où on s'est mis à disposition, et voire même parfois dans celles qui sont sans suite. Les familles ne répondent plus à l'équipe mobile, mais ils répondent quand même au suivi par téléphone. Et c'est un endroit où ils vont pouvoir déposer finalement que les choses elles recommencent à être un peu compliquées, que ça va pas trop, et ça vient questionner est-ce que peut-être c'est pas le moment de remettre quelque chose en place, alors que ce soit en revenant vers l'équipe mobile ou directement en réorientant vers d'autres structures de soins. Donc à la base sur cette base de données là de 586 jeunes, alors on en avait un petit peu plus, mais les analyses on les a arrêtées à 586 jeunes où le dispositif était terminé. On est allé regarder deux variables pour évaluer un peu notre travail, comment est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas, et qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir un petit peu adapter. Donc les deux choses qu'on a regardées, c'est le score d'alliance thérapeutique et le score à l'ICG. Donc l'ICG, pour commencer, c'est l'indice clinique global, c'est un score qui vient évaluer la sévérité des troubles que présente un individu. Donc c'est un score qui va de 0 à 7, où 0 c'est l'absence de difficultés repérées et 7 sont les difficultés les plus graves. Donc cet indice, on va le poser aux différents temps du suivi, comme on l'expliquait, donc aux jeunes, à ses parents, aux médiateurs et aux professionnels de l'équipe mobile. Et on a regardé comment est-ce que cet ICG il évolue dans le temps selon les différentes sources d'observation. Donc là c'est pour l'adolescent par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe qu'il y a une diminution significative de ce score à l'ICG entre le T1, donc le premier rendez-vous, et le T2, le troisième rendez-vous, puis entre le T2 et le T3, donc le troisième rendez-vous et la fin de prise en charge.
Pour la fin de prise en charge, donc une fois qu'on s'est arrêté, il n'y a plus de diminution significative, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas non plus de réaugmentation, que ce score, il va rester stable. Et ce pattern-là qu'on observe, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, grosso modo, le même selon toutes les sources d'observation, donc soit par exemple la mère, le père, le médiateur et les thérapeutes de l'équipe mobile. Alors nous, évidemment, on n'est pas interrogé sur les temps T4 à T6, vu qu'on ne voit plus le jeune, on ne peut pas avoir de regard clinique. Oui, alors la ligne noire, c'est le score moyen en fait. Donc on voit qu'il y a un petit peu des variations. Je pense que là, c'est que les papas sont un petit peu plus durs à joindre en général que les mamans, et donc on avait moins de données de ce côté-là. Donc comme je disais, on observe une diminution significative du score d'ICG entre les temps T1 et T2, puis T2 et T3, selon toutes les sources d'observation. Ce que ces observations elles viennent nous dire finalement, c'est qu'elles suggèrent qu'il y a une amélioration clinique une fois que l'intervention de l'équipe mobile elle a commencé, et que cette amélioration elle reste stable dans le temps, même une fois que ça s'est arrêté. Donc indépendamment, là on n'a pas pris en compte est-ce qu'il y a eu un relais ou une mise à disposition par contre. On est venu regarder ensuite le score d'alliance thérapeutique, donc qui est évalué sur un questionnaire qui fait une quinzaine d'items, où on va venir vraiment évaluer comment est-ce que on s'accorde finalement un petit peu au niveau de notre relation thérapeutique. Là aussi, ce qu'on a retrouvé qui est intéressant, c'est que pour l'adolescent et les thérapeutes de l'équipe mobile, on observe au fil de la prise en charge une amélioration de l'alliance thérapeutique qui est donc statistiquement significative. Cette amélioration, elle n'est pas retrouvée quand on regarde les résultats pour les sources parents. Mais ce qu'on a observé aussi, c'est que pour les parents, il y a un effet plafond avec des scores d'alliance thérapeutique qui, dès le début de la prise en charge, en fait, sont très élevés. C'est des parents qui sont donc avec des jeunes non demandeurs, qui sont souvent très en difficulté, qui nous disent un peu, voilà, il veut rien d'autre, donc vous êtes un peu notre seul espoir. Donc je pense qu'ils ont aussi, beaucoup de, on part de haut, donc il n'y a pas beaucoup de marge pour que ça s'améliore plus. Ce qui est intéressant par contre, c'est que cette amélioration de l'alliance thérapeutique au fil de la prise en charge, et ça pour toutes les sources d'observation, alors sauf le médiateur, mais en tout cas pour le jeune, pour les parents et pour l'équipe mobile, cette amélioration elle est corrélée à donc l'amélioration du score à l'ICG, donc l'amélioration de l'état clinique du jeune. On est venu un petit peu approfondir cette question-là. Dans le questionnaire d'alliance thérapeutique, il y a quelques items qui viennent évaluer l'effet de croyance un petit peu que les enfants, les parents vont avoir dans le travail de l'équipe mobile. Donc c'est vraiment des items qui traduisent les espoirs, les attentes que peuvent avoir les gens dans notre intervention. Et là aussi, on a retrouvé de manière significative une amélioration de cet effet de croyance en fait dans notre travail entre l'évaluation précoce, donc après le 3e rendez-vous, et l'évaluation tardive, donc à la fin de la prise en charge, avec donc quand même l'impression qu'il y a des choses qui évoluent, en tout cas, et que l'alliance, elle vient se renforcer. Donc pour un peu conclure sur le dispositif de suivi, c'est quand même un dispositif qui est chronophage, je pense, pour la personne qui s'en occupe, mais qui a des intérêts vraiment multiples. Déjà sur la question de la recherche-action pour cette base de données, qui en plus nous donne une observation qui est un peu plus objective que des données cliniques un peu brutes qu'on va récupérer dans des entretiens cliniques. Elle a un intérêt clinique vraiment parce qu'elle permet de remobiliser certaines situations de ce maintien de contact a posteriori de notre intervention. Et puis, là c'était pour rester un peu sur ce thème de l'accordage, elle est intéressante parce qu'elle implique aussi des professionnels de notre réseau. Et on a pu l'utiliser, nous, dans nos échanges. Donc, ce que disait Mme Torchman tout à l'heure, nos principaux interlocuteurs sont des gens des établissements scolaires qui font très bien appel à nous, mais on sent qu'il y a parfois des petites différences de positionnement et de façon de voir les choses, et qui reviennent vers nous parfois en nous disant on sait que ça s'est arrêté avec l'équipe mobile, mais nous on est toujours inquiets, on ne comprend pas. Et on s'est un petit peu posé pour essayer de leur montrer que c'est pas linéaire, qu'en effet la souffrance psychique, c'est pas parce qu'on va faire 10 rendez-vous que forcément tout va rentrer dans l'ordre. Et on est venu leur montrer là un peu nos boîtes à moustaches, montrer comment les choses elles évoluent de manière quand même significative. Et c'est intéressant parce que c'est un travail qui les a impliqués, c'est aussi leurs observations. Et donc on a senti qu'il y a eu quand même quelque chose dans leur façon d'appréhender la souffrance des jeunes qui était un petit peu plus avec un peu plus de sensibilité, et d'accepter, d'accord, on est presque fini, et d'accepter que on n'est pas obligé de revenir à 0 pour le score d'ICG, que pour autant les choses elles évoluent. Donc voilà, pour conclure du coup, en restant sur la question de l'accordage, donc moi sur mon principal résultat c'est cette question de l'amélioration de l'alliance thérapeutique. On observe donc qu'il y a vraiment une amélioration clinique
quand il y a une amélioration de l'alliance thérapeutique. Pour ces jeunes qui sont non-demandeurs, c'est très important et ça vient nous faire nous dire que sans doute, il y a besoin un petit peu de s'accorder avec les jeunes, avec leurs parents, pour que les choses, elles puissent s'apaiser et évoluer au niveau clinique. Merci. Merci beaucoup. Attendez, je finis juste. Donc, les deux derniers points, donc, c'est qu'en effet, cette mobilité, elle peut être un levier à la mobilisation psychique. Qu'à partir de cette première équipe, il y a eu un développement d'autres équipes mobiles dont vous allez entendre parler donc, dans les ateliers. Et la diapositive suivante. Donc, par rapport à la première dont on vous a parlé, donc c'est le médiateur, donc c'est les écoles. La deuxième qui a été créée, c'est une équipe mobile qui est aux urgences pédiatriques, où le médiateur, c'est les pédiatres qui vont nous adresser donc le jeune. La troisième équipe mobile, c'est l'équipe CRIFEM, où le médiateur, c'est la gendarmerie, c'est-à-dire qu'on travaille avec des enfants qui sont exposés aux violences conjugales. Ils ne sont pas maltraités, mais ils sont exposés aux violences conjugales. Et la gendarmerie va demander donc à la famille de nous appeler, ou c'est nous qui appelons directement la famille. Et enfin, la dernière équipe mobile qui a été créée il y a 2 ans, et là, c'est la seule équipe mobile qui n'est pas uniquement dans l'évaluation et accès aux soins, mais on fait du soin au long cours. C'est un équivalent d'HAD en pédopsychiatrie. C'est l'équipe unité mobile de soins à domicile. Et on travaille avec les services sociaux par rapport à des jeunes qui sont déscolarisés, prise de produits, qui peuvent être des fois aussi à la rue, et avec un suivi sur du long cours. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.